Dans cette vidéo du chapitre 40 de Minutes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 3.13 de Seguin sur la capacité équivalente. La situation 2 qui s'intitule « Deux condensateurs et trois interrupteurs » dont on peut prendre connaissance à la page 316 de Seguin. Donc, c'est un problème qui se divise en deux grandes parties après une première lecture. On s'aperçoit qu'on a deux condensateurs dans un circuit électrique avec des interrupteurs, ce qui fait qu'on peut les configurer de différentes façons là, pour faire circuler, pas pour faire circuler le courant, parce qu'il n'y a pas de courant qui circule en régime permanent, si on veut, dans les condensateurs, mais en tout cas pour brancher ces condensateurs-là avec la pile. La première configuration qui nous est illustrée, on a on ne les voit pas présentement là, parce que je vais encore cacher des choses, mais les interrupteurs ont été tournés comme ça, de façon à ce que les deux condensateurs soient branchés en parallèle à l'électromotrice. On nous donne la valeur de la pile, 10 volts. On nous donne les deux valeurs de condensateur, 3 microfarad pour C1, 1 microfarad pour C2. Et en termes de questions, si on lit plus loin, on nous demande quelle est la capacité équivalente. Donc, en A, c'est relativement simple. Donc, quelle est la capacité équivalente? Quelle est la charge équivalente qui a été pompée sur les deux condensateurs? Et quelle est la charge, justement, sur chacun de ces condensateurs-là, pris individuellement. Sur le circuit qui m'était fourni, ben, j'avais déjà le E qui était illustré, C1 qui est caché présentement encore, mais qui est illustré, puis C2. C1,2 pour l'illustrer, ben là, j'ai fait mon dessin de circuit équivalent, donc je remplace ces deux condensateurs-là qui, avec la position des interrupteurs, sont tout simplement deux condensateurs en parallèle par un seul condensateur. Et les charges, bien justement, Q12, c'est la charge totale sur le condensateur équivalent. Et Q1 puis Q2, c'est lorsque je les prends individuellement, la charge qui s'est distribuée. Évidemment, Q12 qui est ici, c'est la somme des deux valeurs de charge sur chacun des condensateurs. Donc, la première partie est quelque chose que je souhaite que les étudiants soient capables de faire. Donc, trouver le condensateur équivalent pour une petite combinaison comme ça. Donc, on va chercher la formule dans le résumé. En parallèle, c'est tout simplement faire la somme des C. Je l'applique à mon problème. J'ai toutes les valeurs. J'ai une équation, une inconnue. C'est terminé. Premier point d'interrogation réglé. Bon, les deux autres points d'interrogation, c'est de calculer la charge pour chacun des condensateurs pris individuellement. Donc, je vais utiliser la définition de la capacité d'un condensateur et je vais l'appliquer, entre autres, au condensateur équivalent dans un premier temps, c'est vrai, parce que j'ai trois charges à trouver. Le premier point d'interrogation, c'était le Q12. Donc, je vais l'appliquer au condensateur équivalent. Donc, c'est Q12 divisé par le delta VC, mais c'est 10 volts. Donc, j'ai encore une équation du type 2 équations à 2 inconnues, parce que le C12 était calculé dans la première. Donc, j'ai toutes mes réponses présentement. Et là, je vais faire ce que je voulais faire tout à l'heure, le faire individuellement maintenant. Donc, j'utilise la même formule en jaune ici, mais là, je l'applique juste à C1. Donc, C1, je connais sa valeur. Q1, c'est ce que je vais vouloir trouver dans cette formule-là. Et j'ai toujours 10 volts aux bornes de C1, j'ai 10 volts aux bornes de C2, puis j'ai 10 volts aux bornes du condensateur équivalent. Donc, ça rajoute une troisième équation, mais une seule inconnue qui s'ajoute à chaque fois. Donc, résolvable, je connais tous les chiffres. Évidemment, j'applique la même formule à C2, donc la valeur de C2 est connue, Q2 que je vais chercher, puis lui aussi divisé par 10 volts. Donc, 4 équations à 4 inconnues. Point de vue physique terminé, il reste des mathématiques à faire. Donc, problème simple que je pourrais facilement mettre à l'examen. Partie B maintenant, plus complexe. Je ne mettrais peut-être pas ça à l'examen, mais sauf que ça permet de comprendre les condensateurs, de comprendre la matière, puis de nous améliorer justement sur des problèmes qui seraient plus simples. En B, bien évidemment, le circuit a été modifié, les interrupteurs ont bougé, donc lui a ouvert complètement, donc on n'est plus branché sur la pile, première remarque. Lui a basculé vers le bas, puis lui a basculé vers d'ici à cette position finale-là. Ce qu'il faut observer, c'est que mes condensateurs vont être branchés. Ce qui était branché ici avec la même borne en haut, en A, bien, va être maintenant branché avec la borne B de ce côté-ci. Donc, la charge que j'avais ici, Q1, va être mise en contact en même temps avec la charge que j'avais ici, qui était moins Q2.
Évidemment, ça ne pourra pas rester cette configuration-là, parce que là, c'était des charges différentes. On les avait calculées. Q1 valait 10 microcoulombs, puis Q2, ou l'inverse, Q2 valait 10 microcoulombs, puis Q1 valait 30 microcoulombs. Bien, ces deux charges-là vont se redistribuer de nouveau sur le conducteur et les plaques qu'on a là, parce qu'ils sont en contact maintenant, ils peuvent se redistribuer, puis on ne gardera pas la configuration qu'il y a de cette façon-là. Je poursuis à la prochaine page. En identifiant les données que je cherche pour cette partie B-là, bien, je cherche maintenant quelle va être, parce que les charges vont bouger, comme je viens de l'expliquer sur le dessin tout à l'heure, quelle va être la charge sur le premier condensateur à la fin. Évidemment, ça va bouger très rapidement, mais j'appelle ça à la fin pareil. Q2, quelle est la charge aussi qu'il va y avoir sur le deuxième condensateur. Et toujours, après que ça ait bougé, presque instantanément, mais quel est le delta V que je vais mesurer aux bornes des deux condensateurs. J'ai refait mon dessin ici pour montrer, si vous suivez le dessin de la page précédente, bien, C1 est en parallèle avec C2. Donc, si je pars d'ici, puis que je veux aller à ici, je peux passer par C1 ou je peux passer par C2 puis me retrouver au même endroit. Donc, c'est deux condensateurs en parallèle. Sauf que tantôt, quand je partais d'ici, je passais à travers A, puis là, quand je pars d'ici, je passe à travers B. Le condensateur a été inversé de côté. Donc, j'ai redessiné deux condensateurs en parallèle, le C1 avec le parallèle de C2, mais vous voyez, B puis A a été inversé. Et c'est justement un coup que cette inversion-là est faite que je me demande quelle est la charge aux différents endroits, Q1 final, Q2 final, et quelle est la différence de potentiel que je mesure aux bornes de ça. Évidemment, on me demandait deux choses, mais je devrais avoir le même chiffre à la fin parce que c'est branché en parallèle. Et je peux toujours voir un circuit équivalent à ces deux condensateurs-là. Et il y aurait la même valeur que tout à l'heure. J'ai beau brancher AB ou BA, bien, ça reste la même valeur de condensateur. Donc, j'aurai la même valeur de condensateur équivalent à la fin. Premier point d'interrogation que j'ai, c'est des charges, le premier puis le deuxième d'ailleurs. Je cherche des Q. Donc, je vais prendre la définition de la capacité d'un condensateur. Donc, C est égal à Q divisé par delta V. Je vais l'appliquer à C1 parce que je veux trouver Q1. Donc, ça va être valeur de C1 est connue, est égal à la valeur de charge, c'est ce que je cherche, divisé par la valeur de voltage qui n'est pas connue non plus. Donc, j'ai écrit une équation et deux inconnues présentement. Donc, je devrais essayer de poursuivre en rajoutant une équation de physique là, qui fait avancer avec delta V1, par exemple, parce que au départ, j'ai cherché quelque chose pour Q1, donc je vais chercher plutôt quelque chose pour delta V1. Je pourrais fouiller dans les propriétés des condensateurs, dire que le delta V1 va être égal au delta V2 parce qu'ils sont en parallèle. Mais là, j'ai choisi de retourner en arrière, mais je vais arriver exactement à la même conclusion. Donc, j'ai pris la loi des mailles, parce qu'ici, j'ai une maille. Donc, le delta V, si je pars d'en bas du coin ici, que je fais ma maille, le delta V1, je vais m'élever, parce que c'est du côté, je passe du moins au plus, donc il y a plus de potentiel de ce côté-là. Donc, plus delta V1. Puis, je vais redescendre de l'autre côté, puis là, je traverse du plus vers le moins de potentiel. Donc, je vais perdre du potentiel. Puis je vais finir au coin ici, est égal à 0. Mais si vous regardez bien cette équation-là, ça revient à écrire que delta V1 est égal à delta V2, ce que j'étais capable de dire directement, puis ce qui est écrit dans les propriétés des condensateurs, là, dans les résumés pour des condensateurs en parallèle. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation, mais j'ai rajouté delta V2, donc j'ai rajouté un inconnu de plus. Quoique, je peux appliquer cette partie-là. Je l'ai appliqué juste pour C1, je pourrais l'appliquer pour C2, puis ça va me remettre en lien aussi delta V2. Donc, pour le condensateur C2, C2 est une valeur connue, va être égale à la charge que lui possède, Q2 final, divisé par delta V2 final. Donc, je viens d'écrire une troisième équation, mais j'ai fait apparaître Q2 final de plus, donc 4 inconnus. On continue, donc ça me prend des équations supplémentaires. Si on va dans le résumé du chapitre 40, pour la partie condensateur en série parallèle, on dit qu'on est dans la configuration parallèle. Ça ne me sert à rien, sauf quelques capacités équivalentes, ça également. Ça, c'est les diviseurs, je ne les ai pas utilisés encore comme tel. Excusez, dans le bas ici, tout à l'heure, j'ai parlé de cette propriété-là, mais là, je cherche des équations supplémentaires. Bien, il y a une propriété ici supplémentaire que la charge de condensateur en parallèle, là, on les additionne pour qu'est-ce qu'on retrouve sur le condensateur équivalent. Donc, je vais utiliser la formule ici. Ce que j'ai copié ici, donc j'utilise cette
formule de physique-là associée à une configuration parallèle. Q1,2, évidemment, j'ajoute toujours la mention finale parce que c'est pas le même branchement qu'on avait en situation A. Finale, si on veut, c'est en situation B. Ça va être mon Q1 final plus Q2 final. Donc, j'ai ajouté une quatrième équation, mais une cinquième inconnue, le Q1,2 final. On va retourner dans le résumé, voir qu'est-ce qui pourrait nous aider à cet endroit-là. Je pourrais avoir le réflexe, toujours quand je vais dans ma partie condensateur à parallèle, de dire, ben, il y a ces équations ici-là que je n'ai pas utilisées, mais en utilisant Q1,2, celle-ci, j'ai l'impression que c'est tout simplement la combinaison qui est ici. Là. Si je fais Q1 plus Q2, si j'additionne les parties de gauche, ça va me donner l'équation qu'il y a là. Donc, ça n'a pas l'air d'être des équations indépendantes. Et là, je n'ai pas d'autres équations qui contiennent que cet endroit-là. Évidemment, je ne suis pas en train de parler de charge et de décharge d'un condensateur. Donc, je ne peux pas utiliser les équations du circuit RC. Et sur la première page du résumé, la seule formule que j'avais, les autres, c'est lié à la fabrication du condensateur. C'est pas le genre de problème que j'ai. C'était celle-ci, mais je l'ai utilisée. Donc, je semble avoir épuisé tout ce qui était possible. Et là, le problème va faire appel à de la matière du chapitre 26. Parce que si je cherche d'autres endroits, parce que je peux avoir des formules avec le paramètre de physique Q, ben là, on a fait surtout la partie des chapitres 35 à 40. Ben, vous voyez, le Q apparaissait un peu dans 35, mais c'est lié au courant, donc j'ai pas de courant dans ça. Puis après ça, il réapparaissait dans 40, mais là, j'ai fait le tour du 40. Mais dans la première partie de cours, le Q, il apparaît à plusieurs endroits, sauf que là, présentement, on a vu juste 26. Donc, dans le résumé du chapitre 26, au début, c'est des définitions. Ça ne me semble pas être approprié. C'est pour calculer le nombre de charges dans un objet à partir du nombre d'électrons. Mais à la fin de cette première page-là, il y a le principe de conservation de la charge sur un système isolé. Ça, c'est un principe de physique qui devrait s'appliquer en tout temps. Donc, puis on a justement un système qui a changé de situation entre finale et initiale. L'initiale, c'était la façon qui était branchée en A, puis finale, c'est la façon qui est branchée en B. Donc la charge aurait dû se conserver. Quand j'ai inversé mon condensateur, là, le branchement du condensateur, donc j'ai essayé d'utiliser le principe de conservation de la charge, dire que la charge que j'ai à la fin, je cherche une équation pour la fin, ben c'est la charge que le système possédait initialement. Là encore, faut-il trouver quelle est la charge que possédait le système initialement. C'est pour ça que sur la figure tout à l'heure, je vous parlais de dire, au moment où j'ai changé mes interrupteurs de place, Q1 qui avait été chargé ici va se combiner avec moins Q2. Ce que j'avais de ces côtés-là va rester de ces côtés-là. Il est trappé. Je les avais trappés tout à l'heure. J'avais trappé Q1 et Q2, mais instantanément, j'ai bougé les condensateurs. Mais maintenant, Q1 est trappé et coincé avec moins Q2. Donc, globalement, c'est ce que j'avais initialement comme charge, avec les signes que ça implique. Là. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'était une autre formule qu'on avait vue juste au-dessus du principe de conservation. Donc, un calcul de charge totale sur un objet, mais là, je le calcule justement sur l'endroit où j'ai dit que la charge était trappée. Puis, je vais le faire en valeur absolue, parce que je m'intéresse juste à dire quelle est justement la valeur absolue là, de Q1,2 initial. Ben, c'est la valeur Q1 initialement que j'avais, à lequel j'enlève, hein, c'est la valeur que j'avais ici, à lequel j'enlève Q2 parce que les autres sont de signe opposé. Donc, je vais enlever globalement la valeur Q2 et ça va me donner la valeur initiale qu'avait mon système. Sixième équation à 8 inconnus, mais évidemment, ça me prend ces deux valeurs-là, mais que j'ai calculées en A. Donc, Q1,2 initial et Q2 initial, je les avais calculés dans la partie A, donc je peux considérer que j'ai des valeurs ou des équations pour les résoudre. Donc, septième équation, huitième inconnue, huitième équation, huitième inconnue. Donc, gros problème, beaucoup trop gros pour être comme tel à l'examen des étudiants de me le développer, sauf que ça permet de combiner de la matière, d'intégrer de la matière, de dire, oups, je vais chercher des choses qu'on avait vues avant, entre autres, principe de conservation de l'énergie, et autre chose, dire, je vais calculer la charge sur un objet. Je vous rappelle que l'objet étant le conducteur que je viens de tracer ici. Donc, les charges qui avaient été trappées à cet endroit-là vont être conservées dans ce système-là quand il passe d'un état à l'autre. Donc, mathématiquement, j'ai le bon nombre d'équations, il est fini. Je pourrais vous montrer, ouvrir le fichier que là. J'ai pitonné ces 8 équations-là et j'ai obtenu les bonnes réponses.